L'Union européenne, une union économique et non une fédération, l'absence d'une armée et d'un véritable commandement central. L'Union européenne, (UE), représente un modèle unique de coopération entre États sur la scène internationale. Elle a été fondée et développée comme une alliance basée sur des principes d'intégration économique et de coopération politique, mais elle n'a jamais pris les caractéristiques d'une véritable fédération. Cette distinction est essentielle pour comprendre les limites structurelles de l'UE, notamment dans des domaines clés tels que la défense et la sécurité. Contrairement à un État fédéral, comme les États-Unis d'Amérique ou l'Allemagne, l'Union européenne ne dispose pas d'un gouvernement central avec une pleine autorité sur tous les États membres. Cette particularité entraîne plusieurs conséquences. Il n'existe pas d'armée européenne, pas de véritable commandement central capable d'imposer des décisions contraignantes aux États membres, et lorsque des conflits ou des crises internationales majeures surviennent, les actions de l'UE se limitent souvent à l'imposition de sanctions plutôt qu'à des interventions directes et décisives. L'Union européenne, union économique et non fédération. Pour comprendre les limitations de l'UE en matière militaire et décisionnelle, il est essentiel d'analyser sa structure politique et institutionnelle. L'Union européenne a été officiellement créée avec le traité de Maastricht en 1992, mais ses racines remontent à des accords antérieurs tels que la Communauté économique européenne, CEE, et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, CECA, créée après la Seconde Guerre mondiale avec pour objectif principal de favoriser la coopération économique entre les nations européennes afin de prévenir de nouveaux conflits. Cette approche a conduit au développement d'un système basé sur la coopération entre États souverains plutôt que sur la création d'une structure fédérale avec une autorité centrale forte. Alors que dans une fédération, les décisions du gouvernement central sont contraignantes pour tous les États membres, dans l'UE, de nombreuses décisions sont prises par consensus entre les gouvernements nationaux, ce qui rend le processus décisionnel plus lent et plus complexe. Aux États-Unis, par exemple, le gouvernement fédéral contrôle la politique étrangère et la défense nationale. Il existe une armée unique sous le commandement du président, qui est également le commandant en chef des forces armées. Aux États-Unis, les États fédérés, comme la Californie ou le Texas, n'ont pas leurs propres armées et ne mènent pas de politique de sécurité indépendante. A l'inverse, dans l'UE, chaque État membre conserve sa souveraineté sur ses forces armées, ce qui signifie qu'il n'existe pas de force militaire européenne unifiée et que chaque gouvernement décide de manière autonome de sa stratégie de défense. Cette fragmentation constitue l'une des principales limites de l'Union européenne dans le contexte géopolitique mondial. L'absence d'une armée européenne, causes et conséquences. L'un des aspects les plus évidents de la nature non fédérale de l'UE est l'absence d'une armée européenne unifiée. Pourquoi l'UE n'a-t-elle pas sa propre armée ? Les raisons de cette absence sont multiples et découlent principalement de la volonté des États membres de conserver un contrôle total sur leurs décisions en matière de défense. Souveraineté nationale et autonomie militaire. L'un des principes fondamentaux de la politique internationale est le concept de souveraineté nationale, c'est-à-dire le droit exclusif d'un État à gérer ses affaires internes et externes sans ingérence extérieure. La défense est traditionnellement considérée comme un aspect clé de la souveraineté étatique. C'est pourquoi aucun État membre de l'UE n'a jamais accepté de céder complètement le contrôle de ses forces armées à une entité supranationale. Même les grandes puissances européennes, comme la France et l'Allemagne, qui sont les principaux promoteurs de l'intégration européenne, hésitent à renoncer au commandement exclusif de leurs armées. La France, en particulier, possède des armes nucléaires et a une longue tradition d'indépendance militaire, tandis que l'Allemagne, pour des raisons historiques, a toujours adopté une approche prudente en matière de défense. Différences stratégiques entre les États membres. Les États membres de l'UE ont des intérêts stratégiques très différents. Certains pays, comme la Pologne et les États baltes, considèrent la Russie comme la principale menace pour la sécurité européenne et souhaitent un renforcement des capacités militaires de l'UE. D'autres pays, comme l'Autriche et l'Irlande, ont une politique historique de neutralité et ne veulent pas être impliqués dans des alliances militaires agressives. Cette diversité de visions rend extrêmement difficile la création d'une force armée commune avec une stratégie partagée. Le rôle de l'OTAN. Un autre facteur déterminant est l'existence de l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, une alliance militaire dirigée par les États-Unis et comprenant la majorité des États membres de l'UE. L'OTAN garantit la protection militaire de l'Europe, ce qui réduit l'urgence pour l'UE de développer sa propre structure de défense autonome. De nombreux gouvernements européens estiment qu'une armée européenne pourrait entraîner des chevauchements et des conflits de compétences avec l'OTAN, rendant encore plus complexe la gestion de la sécurité. L'UE ne peut pas imposer de décisions aux États membres ou aux pays tiers. L'absence d'un commandement central fort se reflète non seulement dans le manque d'une armée propre, mais aussi dans la capacité limitée de l'UE à imposer des décisions contraignantes aux États membres ou aux pays tiers. La limite des sanctions. L'UE peut appliquer des sanctions économiques et diplomatiques contre des États ou des individus qui violent les principes du droit international. Cependant, les sanctions ne sont pas toujours efficaces, et surtout,
elle ne constitue pas un instrument de coercition directe comme pourrait l'être une action militaire. Un exemple concret est la réaction de l'UE à l'invasion russe de l'Ukraine. L'Union a imposé de lourdes sanctions économiques contre la Russie, mais elle n'a pas pu intervenir directement dans le conflit, car elle ne dispose pas de sa propre armée et toute action militaire dépend des États membres de l'OTAN. Le rôle de la Cour pénale internationale, La Haye. La Cour pénale internationale, CPI, dont le siège est à La Haye, est une institution juridique internationale chargée de poursuivre les crimes de guerre, les génocides et les violations graves des droits de l'homme. Cependant, son pouvoir dépend de la coopération des États. De nombreux pays, dont les États-Unis, la Russie et la Chine, ne reconnaissent pas la juridiction de la CPI, ce qui signifie que ces décisions ne peuvent pas être appliquées dans ces États. De plus, la Cour ne dispose pas de sa propre force de police pour arrêter les criminels de guerre et doit donc compter sur la volonté des États membres de coopérer. L'UE, un géant économique, mais un nain politique et militaire. L'Union européenne est l'une des plus grandes puissances économiques du monde, mais son influence politique et militaire est fortement limitée par sa structure non fédérale. Tant que les États membres continueront à conserver leur pleine souveraineté en matière de défense et de politique étrangère, l'UE ne pourra jamais devenir une puissance mondiale autonome capable de rivaliser avec les États-Unis, la Chine ou la Russie. L'Union européenne et la défense, les implications de l'absence d'une confédération et les risques en cas de menace militaire. L'Union européenne, UE, est l'une des principales puissances économiques et politiques du monde. Cependant, sa structure institutionnelle, fondée sur la coopération entre États souverains plutôt que sur une véritable fédération ou confédération, présente des faiblesses significatives en cas de menace militaire ou d'attaque directe contre un ou plusieurs États membres. Cette situation découle du fait que l'UE ne dispose ni d'un commandement militaire centralisé, ni d'une armée unique placée sous une autorité supranationale. Chaque État membre conserve le contrôle exclusif de ses forces armées et décide de manière autonome de ses stratégies de défense, de son budget militaire et de ses alliances internationales. Cela signifie qu'en cas d'agression extérieure, la réponse de l'Union européenne serait nécessairement fragmentée, lente et difficile à coordonner, avec des conséquences potentiellement désastreuses pour la sécurité de l'ensemble du continent. L'Union européenne et la défense, un système fondé sur la coopération et non sur un commandement unique. Pour comprendre les implications de l'absence d'une structure fédérale en cas de menace militaire, il est essentiel d'analyser le fonctionnement de la politique de défense européenne. Union européenne et OTAN, deux structures séparées. Bien que la majorité des pays de l'UE fassent partie de l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, cette alliance est une structure militaire distincte, dirigée par les États-Unis. Cela signifie qu'en cas d'agression, l'Union européenne ne déciderait pas de manière autonome de sa réponse militaire, mais devrait nécessairement se référer aux procédures et aux décisions de l'OTAN. Cependant, certains États membres de l'UE, comme l'Autriche, l'Irlande, la Suède, avant son adhésion récente à l'OTAN, la Finlande, avant son adhésion récente, Malte et Chypre, ne font pas partie de l'OTAN, ce qui complique encore davantage la possibilité d'une réponse collective et immédiate. Cette situation met en évidence le premier grand problème, l'absence d'une chaîne de commandement unifiée et un temps de réaction lent en cas de menace immédiate. La politique de sécurité et de défense commune, PSDC, un mécanisme faible. L'Union européenne a tenté de développer une politique de sécurité propre avec la politique de sécurité et de défense commune, PSDC, qui prévoit la possibilité de missions de maintien de la paix et d'interventions militaires limitées. Cependant, cet instrument présente plusieurs limites structurelles, et les décisions doivent être prises à l'unanimité, ce qui signifie que toute action doit être approuvée par les 27 États membres, rendant difficile une réponse rapide en situation d'urgence. Et il n'existe pas d'armée européenne. La PSDC repose sur la collaboration entre les armées nationales, qui doivent être mobilisées au cas par cas et sur une base volontaire. Manque de ressources communes. L'UE ne dispose pas d'un budget militaire significatif et ne peut pas financer directement des opérations de défense à grande échelle. En résumé, la politique de sécurité et de défense commune n'est pas un véritable instrument de défense collective, mais plutôt un mécanisme de coordination limité, peu efficace en cas d'agression à grande échelle. Les implications de l'absence d'une structure défensive efficace en cas d'agression. L'absence d'une fédération militaire ou d'une armée européenne entraîne une série de conséquences directes sur la sécurité du continent. Lenteur de la réponse en cas d'agression potentielle. L'un des principaux problèmes liés à la structure actuelle de l'UE est la lenteur de la prise de décision en cas de menace militaire. Imaginons une situation hypothétique où un pays voisin de l'UE décide de lancer une attaque contre un État membre. Dans un système fédéral comme celui des États-Unis, la réponse serait immédiate. Le gouvernement fédéral activerait l'armée nationale et l'ensemble de l'appareil militaire serait mobilisé sous un commandement unique. Dans le cas de l'UE, la situation serait cependant bien plus complexe et confuse.
et le Conseil européen devrait se réunir en urgence pour décider des mesures à prendre. Cependant, les décisions en matière de politique étrangère et de défense exigent l'unanimité, ce qui signifie qu'un seul État membre opposé peut bloquer toute action. Et les États membres devraient décider individuellement s'ils souhaitent contribuer à la défense de l'État attaqué et de quelle manière, sans obligation automatique d'intervention. Et si l'agression concerne un pays ne faisant pas partie de l'OTAN, comme l'Autriche ou Malte, l'Union européenne ne disposerait d'aucun mécanisme automatique pour intervenir militairement, ce qui augmenterait le risque que le pays attaqué se retrouve isolé. Et la chaîne de commandement serait désorganisée, car chaque armée nationale répondrait à ses propres dirigeants et non à une autorité centrale européenne. Cette lenteur décisionnelle rend l'UE peu crédible en tant qu'entité géopolitique et stratégique, car aucun agresseur potentiel ne pourrait être véritablement dissuadé par la perspective d'une réaction immédiate et forte de la part de l'Europe. Faiblesse de la crédibilité militaire européenne. L'absence d'une armée européenne et d'un commandement centralisé compromet profondément la crédibilité militaire de l'UE. Dans les relations internationales, la dissuasion est un élément essentiel pour prévenir les conflits. Un pays est moins enclin à attaquer un autre s'il sait qu'il y aura une réponse rapide et dévastatrice. Cependant, l'Union européenne ne dispose pas de la capacité de projeter une menace militaire crédible, car elle ne possède pas de système de défense unifié, ce qui signifie qu'un éventuel agresseur peut anticiper une réaction européenne lente et fragmentée. Elle ne dispose pas d'une force d'intervention rapide, ce qui implique qu'elle ne pourrait pas répondre immédiatement à une agression. Et elle dépend largement de l'OTAN, et donc des États-Unis, pour assurer sa sécurité, ce qui la rend vulnérable aux évolutions géopolitiques des relations transatlantiques. Le risque de division de l'Europe face à une crise. Si un État membre de l'UE était attaqué, les autres pays pourraient avoir du mal à s'accorder sur la réponse à adopter. Certains États pourraient, par exemple, considérer que la diplomatie est la meilleure solution, tandis que d'autres pourraient exiger une intervention militaire immédiate. Ce risque de division est particulièrement évident dans le cas de pays ayant des visions géopolitiques très différentes. Des États comme la Pologne et les pays baltes perçoivent fortement la menace russe, tandis que d'autres pays, comme la France ou l'Italie, pourraient être davantage enclins à privilégier la médiation diplomatique. L'Union européenne risque d'être une cible facile dans un conflit majeur. L'Union européenne, dans sa forme actuelle, est une grande puissance économique, mais une faiblesse militaire et politique. Son incapacité à répondre rapidement à une menace, l'absence d'une stratégie de défense commune et sa dépendance envers l'OTAN la rendent vulnérable en cas d'agression. Sans une véritable unification des forces armées et un commandement central fort, l'UE continuera d'être perçue comme une entité incapable de se défendre de manière autonome, avec toutes les implications stratégiques que cela implique.